Merci, Monsieur le Président. Merci à tous de votre présence au nom de l'association Droit et Commerce, dont je suis le nouveau président depuis le mois de mars de cette année. Notre manifestation d'aujourd'hui, consacrée aux pratiques commerciales prévues de longue date, aurait dû se dérouler comme toutes nos autres conférences du lundi, dans la grande salle du tribunal de commerce de Paris, sous la présidence physique de Monsieur le Président Netter, si les événements n'en avaient pas décidé autrement. Nous avons choisi de la maintenir sous forme de webconférence et d'en adapter le thème à la situation. Et nous avons eu raison, si j'en crois l'audience très nombreuse d'aujourd'hui. Pour le déroulement de la conférence, je vous rappelle ce que le président Netter vient de vous indiquer. Les questions d'ores et déjà posées seront abordées à l'issue de la présentation de Frédéric Buy et dirigées par Frédéric Lallance. Si vous souhaitez poser une question en cours de conférence, utilisez le bouton questions-réponses que vous avez à cet effet en bas de l'écran. N'utilisez pas le bouton conférer. Et puis, pour répondre à une question qui nous a été posée avant le début de la conférence, vous aurez également à votre disposition le support d'intervention dans quelques temps de Frédéric Buy sur le site de Droit et Commerce et sur notre page LinkedIn. Je tiens donc encore une fois à vous remercier tous de votre présence, de l'attention que vous nous portez, et je passe sans plus tarder la parole à Frédéric Buy. Merci, Président. Bonjour à tous. Je voudrais dire le plaisir qui est le mien de participer à ce séminaire. Je voudrais naturellement remercier Droit et Commerce pour cette belle initiative, pour son invitation, remercier le président Netter aussi pour sa présentation d'il y a quelques instants, et puis remercier le président Ringlet aussi, avec qui nous avons beaucoup échangé en amont de cette conférence. Alors, comme le disait le président Netter il y a quelques instants, on va évoquer ensemble l'actualité des pratiques commerciales déloyales au sens spécifique du Code de commerce. Et donc, l'idée de cette conférence, c'est de montrer que nous sommes à un moment charnière. Un an après la réforme, effectivement, qui est intervenue l'an dernier, on en reparlera, et c'est important, je crois, de faire le point. Et puis, il y a cette crise que nous vivons, qui nourrit, qui alimente les comportements déviants sous forme de déséquilibre, sous forme de rupture brutale, qui interroge la loyauté des opérateurs économiques, puisque c'est de cela dont il s'agit finalement. Et c'est une crise qui nous interroge aussi, nous juristes, d'une certaine façon, puisque en retour, nous pouvons nous demander comment le droit des pratiques commerciales déloyales peut être impacté ou influencé par la crise. Alors, je vais commencer cette présentation en partageant un document avec tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout se passe bien, parfait. Alors, je fais une tentative de partage, vous me direz si ça fonctionne. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait? Très bien. Donc, quelques mots d'introduction, si vous le voulez bien, au sujet de d'abord cette ordonnance du 24 avril 2019, qui est le texte qui a réformé ce droit des pratiques commerciales déloyales, une ordonnance qui a été prise en application de la loi Egalim de 2018, que vous connaissez bien, qui a eu un objet très ambitieux, puisque c'était de réformer le titre 4 du livre 4 du Code de commerce. Et c'est une réforme qui a été rédigée par la DGCCRF, qui était aux manettes, elle a tenu la plume. Elle a donc créé un chapitre nouveau sur les pratiques commerciales déloyales, et c'est assez intéressant parce que finalement, nous avons aujourd'hui un droit des pratiques commerciales déloyales qui figure à la fois dans le Code de la consommation, qui concerne les rapports professionnels-consommateurs, donc B2C, et puis la suite, le reste, le droit des pratiques commerciales déloyales, B2B, entre professionnels, dans le Code de commerce. Et ce chapitre sur les pratiques commerciales accueille une section qui porte sur les pratiques restrictives, qui existaient déjà auparavant. Et cette section comprend un article L442.1 qui est important, qui est le successeur du texte que tout le monde connaissait jusqu'à présent, qui était l'article L442.6. Cet article L442.6 a disparu.
Il a été scindé, il a été éclaté en 1000 morceaux, on peut le dire. Il a fait l'objet d'une cure de minceur. La plupart des abus ou des délits qui étaient prévus par ce texte ont disparu et ils ont été recentrés, fédérés autour de 3 grandes pratiques déloyales: l'obtention d'un avantage disproportionné, le déséquilibre significatif et la rupture brutale. Alors, faute de temps, et puis parce que le contentieux se concentre surtout sur les 2 derniers, nous évoquerons ensemble les 2 derniers. Cela étant, à l'occasion des questions, je vous invite naturellement à en poser si jamais la question de l'avantage disproportionné suscite chez vous des interrogations. Alors, cette ordonnance n'a pas été ratifiée. On a quand même eu un projet de loi de ratification qui fait qu'elle n'est pas caduque, ce qui est une bonne chose. Il faut s'attendre dans les mois à venir, alors le calendrier parlementaire, je ne le connais pas, mais à une modification qui nous est imposée par le droit européen, puisque au niveau de l'Europe, il y a désormais également un droit des pratiques commerciales déloyales, version européenne. C'est une directive du 17 avril 2019, donc qui a été adoptée quasiment au même moment que notre ordonnance, et qui va nous obliger à refondre, en tout cas à modifier encore une nouvelle fois notre code de commerce pour y ajouter un certain nombre de délits nouveaux, uniquement en matière alimentaire. Donc il ne faut pas non plus paniquer, mais enfin en matière alimentaire, les choses vont encore bouger dans les mois qui viennent, très probablement. J'attire également votre attention sur le fait qu'une commission d'enquête sur la grande distribution a proposé, il y a quelques mois, de clarifier l'article 442.1, qui venait à peine d'être retouché, donc vous l'avez compris, réforme sur réforme, on ne s'en sort jamais de toute façon avec ce droit qui est véritablement instable et certainement trop pour tous les praticiens et pour tous les professionnels du droit. Alors, l'une des questions que nous nous posons actuellement, c'est la question du droit transitoire. Dans quelle mesure est-ce que les nouveaux articles qui découlent de l'ordonnance de 2019 sont applicables? Le sont-ils actuellement? Il n'y a pas de dispositif transitoire dans l'ordonnance. Donc il faudra raisonner comme on le fait classiquement, en fonction des règles qui sont celles du droit transitoire traditionnel. C'est toujours un petit peu délicat de poser cette question en matière de pratique commerciale déloyale parce que ce droit est un peu entre deux. On peut l'envisager comme étant un droit de la responsabilité, on peut l'envisager comme étant un droit des contrats, et selon la qualification que vous donnez, vous aurez peut-être une réponse un petit peu différente en termes d'application du droit transitoire. Si par exemple vous considérez qu'on a affaire à un dispositif qui est un dispositif de responsabilité civile, puisque le texte nous dit que celui qui commet telle pratique engage sa responsabilité, alors dans ce cas on raisonnera en termes de responsabilité civile, et ça sera le droit en vigueur au jour de l'acte délictueux. Je prends l'exemple d'une rupture brutale, ça sera le jour de la notification de la rupture si jamais il y a un contentieux. Si vous raisonnez par exemple, c'est une autre possibilité, en termes de validité contractuelle, imaginez que vous ayez une clause déséquilibrée dans le contrat et que vous contestiez sa validité, et bien dans ce cas, ça sera le droit en vigueur au jour de la conclusion, au jour de la signature du contrat que l'on devra appliquer. Ça avait déjà été jugé sous l'empire de l'ancien article 442.6, donc j'imagine que les juges procéderont de la même façon avec l'article L442.1, le nouvel article L442.1. Il y aurait d'autres possibilités, d'autres méthodes encore pour avancer ou reculer la date d'entrée en vigueur du texte. On pourra en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. Je voudrais surtout attirer votre attention sur une chose, c'est qu'il faut également tenir compte aujourd'hui de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation. La Cour de cassation qui manifestement semble décider à lisser les droits lorsqu'elle le peut, ce qui ajoute aux incertitudes de la matière, puisqu'en matière de déséquilibre significatif, je vous signale l'existence d'un arrêt extrêmement important qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier 2020, qui devait se prononcer sur la question de la définition du partenaire commercial au sens de l'ancien texte, et qui a livré une définition qui anticipe en vérité la nouvelle rédaction qui est issue de la réforme. Parce qu'L 442.1 ne parle plus de partenaire commercial, mais il parle de l'autre partie. Et la Cour de cassation a jugé à cette occasion que le partenaire commercial, eh bien, c'est l'autre partie. L'autre partie avec laquelle l'autre partie s'engage, dit la Cour, ou s'apprête à s'engager dans une relation commerciale. Je reviendrai sur cette décision un petit peu tout à l'heure dans le détail. Donc, il faudra également tenir compte peut-être de la politique des juges. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question du droit transitoire. Il y a une autre question que nous devons évidemment nous poser en lien avec la crise en ce moment,
je pense que vous l'avez sous les yeux, c'est celle de savoir si le droit des pratiques commerciales déloyales est évincé par le droit de crise. Autrement dit, est-ce que le droit d'exception, le droit covidien, comme on l'appelle parfois, qui est issu de cette série d'ordonnances qui nous ont été assénées depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, est-ce que ce droit d'exception a perturbé le droit des pratiques commerciales déloyales? Alors, on a un peu de chance, en tout cas si on se place du côté du juriste, du professionnel du droit, c'est que la réponse de principe est négative. Les pouvoirs publics se sont désintéressés de ce droit des pratiques commerciales déloyales, pour une raison que j'ignore, si bien que nous allons pouvoir fonctionner, continuer à fonctionner presque comme avant, c'est-à-dire avec les textes qui étaient ceux qui existaient, sans modification, avec peut-être simplement des petites modifications à la marge, que j'évoque très rapidement avec vous. L'ordonnance qui pourrait nous intéresser à la matière, c'est une ordonnance que vous connaissez, c'est l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui est relative à la prorogation des délais échus. Et c'est une ordonnance qui ne modifie pas ni les délais contractuels, ni les délais des relations commerciales, donc on est tranquille. Si vous avez un contrat de 2 ans, il ne devient pas un contrat de 2 ans et 2 mois. Si vous avez une relation commerciale qui avait duré 6 mois, eh bien on ne dira pas que c'est une relation qui a duré 6 mois plus tant de semaines ou tant de mois. Tout ça est maintenu et c'est une bonne chose. On a peut-être, notamment aux articles 3 et 8, qui sont parfois peu connus de la part des privatistes et des civilistes, parce qu'ils intéressent surtout l'action de l'administration, un certain nombre de mesures qui pourraient intéresser l'action de l'administration qui existe en notre matière, vous le savez, l'action de la DGCCRF, l'action des directs, et donc il y a des mesures, notamment de prorogation, qui concernent les mesures d'enquête, les mesures d'instruction. Il y a également des mesures de suspension de certains délais qui sont imposées aux entreprises, notamment sous forme d'injonction, ça c'est l'article 8. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin sachez que ce sont des choses qui peuvent, à la marge peut-être, pendant la période juridiquement protégée, impacter notre matière. Le plus important, à mon avis, est ailleurs. Ce n'est pas ce droit issu des ordonnances. Le plus important, c'est de savoir si le droit positif, finalement, ne sera pas amendé, modifié par le juge lui-même en raison du caractère exceptionnel de la période que nous vivons. Les magistrats, les juges qui sont avec nous aujourd'hui, le président Netter, pourront sans doute nous dire ce qu'ils pensent de cette hypothèse tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, c'est la grande question que je crois on doit se poser. Avant d'en venir dans le détail des textes, un dernier élément, toujours en guise d'introduction, si vous voulez, au sujet de la stratégie contentieuse. Est-ce qu'on a toujours intérêt à plaider le droit des pratiques commerciales déloyales? Est-ce qu'on ne peut pas avoir intérêt, peut-être davantage, à finalement plaider le droit commun, plaider le droit civil, plaider le droit des contrats? Il y a plusieurs points, naturellement, qu'il faut envisager ou qu'il faut lister. D'abord, il y a la question des enjeux, bien sûr. Les enjeux qui concernent le fond du droit, les enjeux substantiels. Si vous plaidez une rupture, il faut que vous posiez la question de savoir s'il sera plus intéressant pour vous de plaider la réparation au titre d'une rupture brutale, version code de commerce, ou au titre d'une rupture abusive, version code civil. L'étendue de la réparation n'est pas la même. La deuxième question que vous devez vous poser aussi, c'est la question de votre liberté en tant que plaideur. Est-ce que vous avez une liberté totale ou est-ce que vous êtes un petit peu contraint, et notamment contraint par des questions de procédure? Il y a d'abord une première question qui est la question de savoir si on peut opter ou choisir. Est-ce que j'ai la possibilité de dire je vais prendre le droit spécial, je vais rejeter le droit commun, ou je vais prendre le droit commun et je vais rejeter le droit spécial? Il me semble, en tout cas c'est la lecture que l'on peut faire des derniers arrêts qui ont été rendus ces temps-ci par la Cour de cassation, c'est que la possibilité d'opter a été validée par la haute juridiction. En tout cas, celle-ci n'hésite pas à rappeler à l'ordre les cours d'appel lorsqu'elle force l'application du droit spécial. Et la Cour de cassation rappelle que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. C'est notamment ce qui résulte d'un arrêt que vous avez sous les yeux de la Chambre commerciale du 18 septembre 2019. Il y en a d'autres comme ça. Donc, on a la possibilité de préférer le droit civil si on estime que le droit civil est plus intéressant. La possibilité de choisir doit sans doute valoir également en matière de déséquilibre significatif. La jurisprudence est moins significative à cet égard, mais je vous ai signalé un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui est très intéressant, du 27 février 2020, qui laisse entendre lui aussi assez clairement qu'il y aurait la possibilité d'opter pour l'un ou pour l'autre. Et je crois que c'est une bonne chose, puisque les dispositions légales ne se contredisent pas, ni dans un code ni dans l'autre, donc il n'y a aucune raison
de priver les plaideurs de la possibilité de choisir le remède qui est le plus intéressant pour eux. Donc on peut choisir, me semble-t-il, et on peut cumuler aussi, bien sûr, invoquer et l'un et l'autre en même temps, donc au principal, pas simplement de façon subsidiaire. C'est ce qui a été clairement admis par la Cour de cassation en matière de rupture brutale. Je vous ai rappelé le premier arrêt, il y en a eu d'autres depuis, rendu par la Cour de cassation, un arrêt de la Chambre commerciale du 24 octobre 2018, qui est un arrêt assez fondamental, qui nous dit que le principe de non-cumul des responsabilités n'est pas un obstacle à invoquer de façon cumulative la responsabilité pour rupture brutale fondée sur L442, qui est une responsabilité délictuelle, en tout cas en droit interne à l'heure qu'il est, et puis la possibilité d'invoquer en même temps la responsabilité contractuelle de droit commun. Et la Cour de cassation de nous dire que le principe de non-cumul ne s'y oppose pas, pourvu que le demandeur, bien sûr, se fonde sur des faits générateurs distincts, et bien sûr qu'il invoque aussi des préjudices distincts, puisqu'il va falloir faire en sorte de ne pas réparer deux fois le même préjudice. C'est la moindre des choses. Il y a des difficultés à distinguer quand même les préjudices sur un terrain et sur l'autre, mais sur le principe, donc, il est possible d'invoquer l'un et l'autre. Et puis enfin, dans votre stratégie contentieuse, il ne faudra pas oublier les enjeux procéduraux qui tiennent notamment à la spécialisation juridictionnelle. Dès lors qu'L442 est invoqué, quelle que soit la façon dont il l'est, ce sont les juridictions spécialisées qui sont compétentes. Donc les 8 tribunaux de commerce, dont le tribunal de commerce de Paris, et puis la Cour d'appel de Paris, seule et unique cour d'appel en France. Donc il va falloir quand même se poser la question de savoir si oui ou non on entend aller plaider devant un juge spécialisé, ce qui n'est pas toujours quelque chose qui est évident quand par exemple on est en Corse ou quand par exemple on est à La Réunion et qu'on doit aller plaider devant le tribunal de commerce de Marseille ou de Paris. Je vous ai signalé, mais je ne vais pas m'y attarder, quelques décisions qui ont nourri l'année écoulée à cet égard. Par exemple, une décision de la Chambre commerciale du 6 novembre 2019, où L442 était invoqué au subsidiaire, et la juridiction spécialisée est évidemment compétente. Un arrêt également de la Chambre commerciale, vous le voyez, du 18 septembre 2019, où L442 est invoqué à titre de demande reconventionnelle, et même à titre de demande reconventionnelle, la juridiction spécialisée est compétente. Donc vous voyez un petit peu la situation, c'est-à-dire que si le demandeur invoque le droit commun, mais qu'en face, ensuite, le défendeur invoque le droit spécial, si c'est un juge non spécialisé qui a été saisi, normalement, il faut aller devant le juge spécialisé. Et la Cour d'appel, alors, la Cour d'appel, si jamais vous devez former appel devant cette... pour contester cette décision qui a été rendue par une juridiction non spécialisée. Ça, c'est un petit peu complexe, mais vous devez saisir la Cour d'appel ordinaire. Il y a encore quelques temps, la Cour de cassation disait qu'il fallait saisir la Cour d'appel de Paris. Désormais, vous devez saisir la Cour d'appel ordinaire. Elle va recevoir votre appel. Elle va relever d'office l'excès de pouvoir qui a été commis par le premier juge, parce que la demande était irrecevable devant ce juge-là. Et ensuite, cette Cour d'appel, le cas échéant, devra statuer dans les limites de ses pouvoirs, c'est-à-dire que s'il y a par exemple du droit commun à appliquer, elle pourra se prononcer sur le fondement du droit commun. Alors, la grande question qui se pose aujourd'hui, mais on la posera peut-être tout à l'heure, c'est de savoir si cette spécialisation juridictionnelle ne va pas être, avec la crise, encore plus qu'hier, synonyme d'encombrement des tribunaux. Alors, naturellement, ceux qui ont fait le choix de l'arbitrage des clauses compromissoires qui sont valables en la matière pourront peut-être s'en réjouir si jamais les flux sont difficiles à écouler, mais donc il y aura cette question à laquelle peut-être que le président Netter tout à l'heure répondra. Je voudrais maintenant entrer dans le vif du sujet et évoquer donc le premier point de cette intervention qui concerne la rupture brutale d'une relation commerciale établie, et nous verrons dans un second temps la question du déséquilibre significatif. Je serai beaucoup plus bref sur la deuxième question, rassurez-vous sur la première. Alors, cette question de la rupture brutale des relations commerciales établies, vous avez sous les yeux l'ancien texte que vous connaissez, qui est le 5e de l'article L442-6, un texte qui était assez massif, assez dense, et vous avez ensuite, toujours sous les yeux, la nouvelle version, L442-1, grand 2, un texte qui a été un peu réécrit, qui est ramassé, et c'est un texte ou un droit qui nous intéresse évidemment pour les deux raisons que l'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que d'abord, les textes ont été réformés, bien sûr, donc il faut savoir ce qu'ils nous disent, et puis ils sont tout particulièrement concernés par la crise, puisque le problème de la relation commerciale établie, c'est la question des flux d'affaires.
Et vous savez qu'une diminution d'un flux d'affaires peut être parfaitement qualifiée de rupture partielle d'une relation commerciale établie dès lors qu'il y a une diminution qui est substantielle. Donc vous pouvez avoir des baisses de volume d'affaires qui peuvent être de l'ordre de 70, 80, 90%, mais vous pouvez aussi avoir parfois des baisses qui sont moins importantes en termes de volume, et pourtant les juges vous diront que ce sont des ruptures partielles. Donc dans la mesure où nous avons affaire à une crise systémique avec une sorte de jeu ou d'effet domino, il est évident que ce texte-là va être placé aux premières loges. Alors, quelques mots d'abord sur cette réforme, et puis ensuite, je vous dirai 2 mots sur l'actualité jurisprudentielle de l'année écoulée qui peut nous intéresser à un certain nombre d'égards. Tout d'abord, la réforme. Les changements sont assez peu importants, donc ça va nous permettre d'aller assez rapidement. Le premier changement qui concerne le texte, c'est l'identification de l'auteur. Vous le voyez, l'auteur de la pratique, qui est désormais toute personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de service. Auparavant, L442-6 désignait tout producteur, commerçant, industriel, personne immatriculée au répertoire des métiers. Il y a un changement, mais qui est en réalité assez formel parce que la jurisprudence avait déjà anticipé cette évolution. Elle avait déjà dépassé la lettre de l'ancien texte, si bien qu'on pouvait, par exemple, condamner des associations pour rupture brutale, condamner des syndicats professionnels, condamner des mutuelles, des assurances mutuelles. Donc, ces solutions ne changeront pas. La victime de la pratique, elle, aujourd'hui comme hier, n'est pas identifiée, donc il n'y a pas de changement non plus. Ça signifie que c'est l'autre partie à la relation qu'il va falloir identifier. Cette autre partie, la Cour de cassation nous avait dit qu'il importait peu qu'elle ait un statut ou un autre, quel que soit son statut. Donc, on avait également conclu qu'une association pouvait parfaitement se prétendre victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie. Donc, il y a une certaine symétrie entre l'auteur et la victime à cet égard. Le statut juridique importe peu, si ce n'est une restriction qui devrait sans doute être maintenue, puisque les textes n'ont pas changé à ce niveau-là. C'est lorsque vous êtes en présence de professionnels libéraux, lorsqu'il y a une impossibilité statutaire d'exercer le commerce, qui frappe donc les médecins, les notaires, les avocats, les agents immobiliers. C'est une jurisprudence qui est un peu sévère, à mon avis, à l'égard de ces professionnels-là, puisqu'on ne voit pas pourquoi eux ne mériteraient pas la protection du texte alors que d'autres l'ont, cette protection. Pourquoi est-ce qu'on retient ici une définition de la commercialité qui est une définition très étroite, alors que dans toutes les autres applications du texte, c'est une définition très accueillante, puisque la commercialité est à peu près synonyme d'activité économique ou d'activité intéressée. On verra là aussi si les juges persisteront dans cette voie. Autre modification, toujours la réforme, qui concerne cette fois la durée du préavis. Alors, 2 mots quand même, parce que c'est important. Désormais, le préavis doit tenir compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Alors, il y a 3 choses qui changent et vous allez vite comprendre. Le premier changement, c'est qu'il n'y a plus dans le texte nouveau de référence à une durée minimale de préavis. Auparavant, il y avait des durées minimales, donc planchers, qui étaient déterminées par accord interprofessionnel. Il n'y a plus de durée minimale. De toute façon, ces accords interprofessionnels étaient très peu nombreux, donc ça ne change absolument rien en pratique. Deuxième changement, la durée de la relation n'est plus officiellement le seul critère du préavis. L442 nous dit que la durée, vous le voyez, doit tenir compte notamment de la durée de la relation. Donc, on ne peut pas calculer de façon mathématique ou arithmétique et se dire que 1 an de relation vaut 1 mois de préavis, 2 ans de relation vaut 2 mois de préavis. C'est notamment en fonction de la durée de la relation commerciale. Et en vérité, ce n'est pas un changement, ce notamment parce que la Cour de cassation et la jurisprudence, plus généralement, avaient depuis très longtemps maintenant réécrit l'ancien article 442.6 pour dire que la durée devait s'apprécier aussi en fonction des autres circonstances au moment de la rupture. Donc l'approche en toute hypothèse, hier comme aujourd'hui, c'est une approche très concrète. Très concrète. Alors, ces autres circonstances, qu'est-ce que c'est ? Je vous invite à aller sur le site de la Cour d'appel de Paris, tout simplement, qui, depuis quelques années, a publié un certain nombre de fiches méthodologiques qui sont très intéressantes, très instructives. Et parmi l'une des fiches que vous trouverez sur le site donc de la Cour, il y a la liste de la plupart des circonstances qui sont prises en compte
en tout cas par la Cour d'appel de Paris, et puis par la plupart des autres juridictions aussi. Et la première des circonstances que l'on retrouve dans le contentieux en général, c'est la dépendance économique, bien sûr. Plus la victime est dépendante de son partenaire, plus elle a droit à un préavis qui est un préavis long, et moins elle est dépendante, et plus il est admis que le préavis puisse être abrégé, puisse être raccourci. Il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, le volume des affaires, la progression du chiffre d'affaires, et puis beaucoup d'autres. À cet égard, on pourrait bien entendu penser que les difficultés que nous vivons actuelles, qui sont liées à la crise du Covid, vont très probablement pouvoir nourrir la liste. Il me semble quand même que si au jour de la notification du préavis, la victime subissait de plein fouet les effets de la crise, il est assez logique, me semble-t-il, que le préavis puisse être allongé au regard de cette considération. Et puis enfin, troisième petit changement, vous le voyez toujours au regard de la lettre du texte, on se réfère tout de même aux usages et aux accords interprofessionnels. C'est une façon, si vous voulez, d'objectiver un minimum quand même la détermination de la durée du préavis. Ça sera très concret, ça sera en fonction de toutes les circonstances, mais tout de même en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Bien entendu, il faudra les trouver, ces usages ou ces accords, il faudra les prouver. Parfois, ils n'existeront pas, mais c'est une façon donc d'apporter un semblant de sécurité en la matière. Naturellement, la meilleure des sécurités que l'on pourrait avoir ou espérer, ça serait une sécurité contractuelle, mais dans le texte nouveau, il n'y a rien, vous voyez, silence radio au sujet des clauses de préavis. Donc la valeur des clauses de préavis sera la même, à mon avis, que celle qu'elle était jusqu'à présent, c'est-à-dire que ces clauses ne sont pas nulles, mais ces clauses auront une portée très limitée parce que nous sommes avec des dispositions, nous avons affaire à des dispositions qui sont d'ordre public et le juge n'est pas lié par les stipulations contractuelles, donc le juge ne sera pas contraint par les clauses de préavis que vous aurez insérées dans vos contrats, même si ça ne doit pas vous décourager de les insérer, de les stipuler, parce que ça peut avoir un effet incitatif, bien sûr, à l'égard de l'autre partie au contrat, puis à l'égard peut-être du juge aussi, mais malheureusement, ces clauses ne vous donnent aucune certitude. Toujours la réforme, peut-être le point le plus connu, c'est l'apparition d'un délai. Un nouveau délai de 18 mois, vous le voyez, donc un chiffre, un nombre qui apparaît, qui est en fait le fruit d'un compromis. Certains voulaient un petit peu plus, d'autres voulaient un petit peu moins, et puis finalement on a décidé qu'en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de 18 mois. Alors, c'est un texte qui a l'air simple comme ça, qui n'est pas tant que cela. La principale question que l'on peut se poser à cet égard, c'est celle de savoir s'il s'agit véritablement d'un délai de sécurité ou d'un délai plafond. Vous allez me comprendre. On a le sentiment que, tel qu'il est rédigé, le texte constitue plutôt, cette disposition constitue plutôt un délai de sécurité. C'est-à-dire que si vous avez un doute lorsque vous voulez délivrer un préavis dans l'hypothèse d'une rupture de relation commerciale, si vous avez un doute, vous délivrez un préavis de 18 mois et vous êtes immunisé. On ne pourra jamais vous condamner, même si le juge qui a été ultérieurement saisi pouvait estimer, lui, que ça valait 20 ou 24 mois. Donc ça, c'est l'idée d'un délai de sécurité. Mais on pourrait se poser une question un peu différente. On pourrait se dire, voilà, imaginez que vous délivriez un préavis de 15 mois, que la victime ne soit pas satisfaite, que le partenaire ne soit pas satisfait, qu'il saisisse le juge, et que le juge se dise que ça ne valait pas 15 mois, mais que ça valait 20 ou 24 mois. Est-ce que vous serez condamné au titre des 24 mois, ou est-ce que les 18 mois vont faire office de délai butoir ou de délai plafond? Donc, est-ce que c'est simplement un délai de sécurité ou est-ce que c'est un délai plafond? Il y a la lettre et il y a l'esprit. On verra ce que la pratique en fera, ce que la jurisprudence en fera. La lettre, c'est que ça ressemble plutôt donc à un délai de sécurité. L'esprit, c'est que c'est peut-être davantage un délai plafond, notamment lorsqu'on lit le rapport au président qui a accompagné l'ordonnance l'an dernier et qui présentait vraiment cette mesure comme étant une mesure phare de la réforme qui était destinée à remédier aux excès constatés en pratique. Et puis, quand on interroge également la DGCCRF, elle semble être aussi sur cette ligne qui serait celle plutôt d'un délai plafond. Les juges ne seront pas liés par ces observations naturellement. Une dernière petite chose au sujet de ce délai.
ma collègue Clémence Mouly de l'Université de Montpellier a fait cette remarque très juste lorsqu'elle a commenté la réforme. Elle est allée voir les statistiques de l'année 2018 et elle a constaté cette chose qui est que il y avait en pratique très peu de décisions qui, de toute façon, considéraient que le délai de préavis devait être supérieur à 18 mois. Pour les relations qui étaient inférieures à 10 ans, aucune décision en 2018 qui a admis un préavis supérieur à 18 mois. Et pour les relations supérieures à 10 ans, vous voyez, c'est quand même très long, ça se compte sur les doigts d'une main, les décisions de justice qui ont admis que le préavis devait être supérieur à 18, si bien que ce délai pourrait ne pas changer grand-chose en pratique. C'est peut-être la chose qu'il faudra retenir. On pourra se poser d'autres questions, on les évoquera tout à l'heure si vous le souhaitez. Est-ce qu'on pourrait prévoir contractuellement un préavis supérieur, par exemple? Est-ce qu'on pourrait plaider le droit commun plutôt que le droit spécial en espérant obtenir davantage sur le terrain du droit commun? Voilà, ça pourrait être des pistes aussi qui pourraient être intéressantes. Je vous propose maintenant, après l'étude de la réforme, d'évoquer la question de l'actualité jurisprudentielle. Je vais passer dessus rapidement et puis si certaines décisions vous intéressent, on y reviendra tout à l'heure. Deux questions importantes quand même qui concernent le champ d'application du texte. Le champ d'application dans l'espace, tout d'abord, c'est en fait la question du droit international privé. Je vous ai signalé ici une décision toute récente de la Chambre commerciale internationale de Paris, la nouvelle chambre donc, qui se saisit des affaires internationales, un arrêt qui a été rendu le 3 juin dernier, qui est un arrêt très important parce qu'il juge qu'L 442 n'est pas constitutif dans les rapports internationaux d'une loi de police. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que la décision revient sur une tendance de la Cour d'appel de Paris, et notamment de la chambre 5-4, qui est la principale chambre qui se saisit de la question des ruptures brutales, qui, elle, avait tendance à considérer donc qu'il s'agissait d'une loi de police. Donc, c'est pour la Chambre de commerce internationale une disposition qui vise davantage, vous le voyez, à la sauvegarde des intérêts privés d'une partie, de sorte qu'on ne peut pas la qualifier de loi de police au sens du règlement Rome 1. Donc, il va falloir en passer par le canal habituel des conflits de loi et se demander quelle qualification il faudra retenir. Deux mots aussi au sujet du champ d'application matériel de ce texte, avec deux décisions que je vous ai signalées qui sont... C'est toujours intéressant de parler du champ d'application matériel parce que le président des Terres disait tout à l'heure, le texte n'est pas limité à la grande distribution. Pas du tout. Ça fait belle lurette qu'il a dépassé le champ de ce secteur un peu particulier. On avait observé ces dernières années un léger reflux dans l'application du texte, mais on voit manifestement que ce reflux n'est pas inexorable avec ce genre de décision. Par exemple, celle de la Chambre commerciale qui a été rendue le 2 octobre 2019, qui posait la question de savoir si le texte pouvait s'appliquer à la cessation de relations qui liait un gérant mandataire à son mandant. Et la Cour de cassation de dire oui, le texte peut s'appliquer, alors que les juges du fond avaient tendance à dire non jusqu'à présent, mais la Cour de cassation dit oui, et je crois qu'elle fait bien de le dire parce qu'il n'y a pas de contradiction dans les termes des différents textes. L'autre décision est très intéressante aussi, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 2019 qui précise une jurisprudence que vous connaissez peut-être, une jurisprudence qui est constante aujourd'hui, qui considère que le texte ne s'applique pas dans les rapports internes au groupement de personnes, et notamment donc dans les rapports entre, par exemple, une société et ses membres, entre un GIE et les membres du GIE, entre une association et les membres de l'association, ce qui est à mon sens logique parce que L442 s'applique aux activités de production, distribution, service. Or ici, on a affaire à des rapports de type institutionnel, organisationnel, ça n'a rien à voir avec ce qui est visé par L442. Donc les rapports intragroupements sont mis à l'écart. Cela étant, l'arrêt du 6 novembre 2019 était relatif à un groupement particulier qui est les sociétés coopératives de commerçants indépendants. Et vous savez que dans les coopératives, il y a cette particularité, cette singularité qui est que les membres ont une double casquette, une double compétence ou qualité. Ils sont à la fois associés de la société, mais ils sont aussi clients de la société. De sorte que la Cour nous invite à distinguer d'un côté le lien social, auquel L442 ne serait pas appliqué ou applicable, et de l'autre le lien d'affaires qui lui serait parfaitement saisi par le texte. S'il y a une diminution du volume de commandes, par exemple, vous pourriez plaider la rupture brutale d'une relation commerciale établie.
Donc c'est une décision qui me paraît très intéressante. Toujours l'actualité jurisprudentielle, la question également de l'identité ou de l'identification de la partie à la relation commerciale. Il y a notamment une question lancinante qui est la question de savoir si les groupes de sociétés peuvent ou non être parties à une relation commerciale, au sens de l'article 442.6 ou devenu 442.1. Réponse de la Cour de cassation très claire dans cet arrêt du 16 octobre 2019, vous le voyez, un groupe de sociétés dépourvu de la personnalité morale qui ne peut s'engager par contrat ne peut constituer un partenaire commercial au sens du texte. Donc la relation ne pourra se concevoir en principe qu'avec la personne juridique avec qui vous contractez, c'est-à-dire la filiale ou bien la mère, mais pas avec le groupe lui-même. Il y a des nuances lorsque on se situe à une étape ultérieure de l'application du texte, notamment sur le terrain du calcul du préavis ou sur le terrain de l'indemnisation, de la réparation, où là on peut avoir des résurgences de la notion de groupe en quelque sorte. Si ces questions vous intéressent, on pourra aussi les évoquer tout à l'heure. Mais je voudrais en venir à la question de la rupture, à la notion de rupture elle-même, puisque c'est elle qui est interrogée dans cette période que nous vivons de crise sanitaire et économique. Alors, la rupture, vous savez qu'elle peut être totale ou elle peut être partielle, je vous le disais tout à l'heure. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 20 novembre 2019, et vous voyez que cet arrêt est intéressant aussi parce qu'il nous précise qu'une simple proposition de modification des conditions contractuelles peut être également constitutive d'une rupture dès lors que la proposition n'est pas négociable. Donc attention au terme de la proposition, ça signifie que vous avez aujourd'hui la possibilité de proposer des révisions de vos relations, de vos contrats, bien sûr, mais attention, en ce moment, si jamais ce n'est pas négociable, vous risquez de basculer donc sur ce terrain de la rupture de la relation commerciale. La rupture, par ailleurs, c'est un autre enseignement qui nous vient de la jurisprudence parce que les textes ne nous disent rien, ni hier ni aujourd'hui. La rupture doit être imputable à celui qui la décide, à celui qui entend rompre la relation. Imputable à l'auteur, ça signifie que si elle ne vous est pas imputable, eh bien, il n'y aura pas de responsabilité à la clé, ce qui est quand même très intéressant. Si par exemple il y a une renégociation et qu'il y a un échec de cette renégociation et qu'on ne peut pas imputer à l'un ou à l'autre de façon claire l'échec de la discussion, eh bien dans ce cas, la rupture ne vous sera pas imputable et vous ne serez pas poursuivi sur le terrain du texte. À l'inverse, si par exemple vous décidez d'internaliser un certain nombre de tâches ou de missions que vous aviez l'habitude de confier à des prestataires, à des sous-traitants, à des fournisseurs, cette décision, même si elle est justifiée d'un point de vue économique, sera considérée comme vous étant totalement imputable et donc juridiquement, au sens du texte, ça sera constitutif d'une rupture. Alors cette question de l'imputabilité nous amène à parler naturellement du lien que peut avoir cette notion d'imputabilité avec la crise et avec les difficultés économiques. Est-ce que les difficultés économiques sont une cause de non-imputabilité ? Vous avez sous les yeux 3 décisions importantes de la Chambre commerciale, de la Cour de cassation. La première d'entre elles, qui commence déjà à dater, mais elle était importante, elle l'est toujours, 2013, c'était l'arrêt Caterpillar, qui avait admis qu'une diminution significative du volume de commandes pouvait être a priori constitutive d'une rupture, une rupture partielle, sauf qu'il n'y avait pas de rupture fautive en l'espèce, parce qu'il était tenu compte de la diminution des propres commandes de l'auteur de la rupture, et donc la décision n'avait pas été délibérée. Et cette décision très importante rendue il y a quelques années a été confirmée dans des termes à peine différents en 2017, en 2019 aussi. Vous voyez l'arrêt de 2017, une rupture qui est conséquence de la crise du secteur d'activité. En 2019, on nous dit que la rupture est consécutive à la crise économique et financière de 2008. Donc, sur le principe, et c'est quelque chose de très important, je crois, à retenir, les difficultés économiques peuvent être appréhendées ou saisies sous l'angle des causes de non-imputabilité, avec néanmoins 2 précisions importantes que je me dois de vous rappeler. La première, c'est que les juges vérifient souvent l'existence ou l'absence d'engagement de volume de la part de celui qui a pris la décision de rompre. Ça signifie qu'il est parfaitement admis que l'on puisse contractuellement assumer le poids de la crise, ce qui rappellerait un peu le système qui est en cours sur le fondement de l'article 1195 en matière d'imprévision. Vous voyez
Donc attention à l'existence ou à l'absence d'engagement de volume. Et puis, deuxième chose, les juges vérifient que l'entreprise qui rompt répercute le poids de la crise sur son partenaire dans la seule mesure de la diminution de ses propres commandes. Autrement dit, la crise ne justifie jamais une réaction disproportionnée. Ça se fait à la mesure de la diminution de vos propres commandes. C'est une jurisprudence qui me semble tout à fait raisonnable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas enchaîné par le droit des ruptures brutales, vous ne devez pas supporter la totalité du poids de la crise quand vous êtes en difficulté, mais vous ne devez supporter que le juste poids de la crise. Je pense que cette séquence jurisprudentielle aura des beaux jours devant elle dans les semaines et les mois qui viennent. Toujours l'actualité du préavis. Je vous rappelle ces choses importantes que dès lors que vous accordez un préavis, que vous êtes obligé d'accorder un préavis, votre préavis doit être écrit. Il n'y a jamais de préavis oral. Jamais de préavis oral, même lorsque la rupture est prévisible. Il faut faire très attention parce que, par exemple, vous l'avez annoncé de façon verbale, donc c'est un délit qui reste très formel. Il faut délivrer un préavis écrit. Vous êtes néanmoins dispensé de ce préavis écrit dans deux cas. Le premier cas, c'est le manquement grave. Alors, il y a une jurisprudence très nourrie à cet égard. On en parlera un petit peu si vous le souhaitez tout à l'heure. Mais surtout, le deuxième cas, la deuxième possibilité de dispense de préavis, c'est le cas de force majeure. Et c'est quelque chose qui nous concerne tout particulièrement en ce moment, sous l'angle encore de cette crise que nous vivons. Est-ce que la crise est un cas de force majeure ? Alors c'est difficile de dire oui et de dire non, bien sûr, de façon définitive et absolue. Les décisions ne sont pas légion, mais on peut retenir quand même une série de choses. D'abord que la définition de la force majeure est très probablement la même que celle qui est retenue en droit commun. Vous avez sous les yeux les termes de l'article 1218 que vous connaissez, un texte qu'on a beaucoup agité ces derniers temps. Deuxième chose, peut-être que le président Netter tout à l'heure nous en dira quelques mots, en droit commun, nous commençons déjà à avoir quelques décisions qui ont été rendues au sujet de la crise actuelle, et notamment cette ordonnance qui a été rendue le 20 mai 2020 dans l'affaire Total contre EDF. Vous voyez là la formule qui a été utilisée par le tribunal de commerce. Nous observons sans que cela soit contesté que la diffusion du virus revêt à l'évidence un caractère extérieur aux parties, qu'elle est irrésistible et qu'elle était imprévisible, comme en témoigne la soudaineté et l'ampleur de son apparition. L'affaire était assez singulière, assez particulière, il y avait une clause de force majeure, mais voilà, vous voyez quelle pourrait être peut-être une première tendance. C'est le droit commun. Bon, en droit spécial, on peut peut-être avoir les mêmes raisons de penser que la force majeure pourrait être retenue dans un certain nombre de cas. Les deux décisions que vous avez là sur le diaporama sont des décisions qui sont antérieures à la crise, mais qui sont quand même récentes, puisqu'elles datent du mois de septembre dernier, du mois de janvier. La première, celle du 12 septembre 2019, vous le voyez, conclut à l'existence d'un cas de force majeure dans une hypothèse de modification d'un texte de loi, c'est-à-dire qu'on a affaire à un fait du prince. C'est quand même très intéressant en ce moment. Et la deuxième décision, c'est une décision qui, en passant, nous dit que une crise économique lourde dans un secteur d'activité peut être assimilée à un cas de force majeure et ainsi justifier une rupture sans préavis. Alors même si la preuve n'a pas été rapportée au cas d'espèce, donc il y aura un contentieux, il y aura des débats naturellement en termes de preuves, savoir si oui ou non le secteur est traversé par une crise économique lourde ou pas. Bon, mais sur le principe, la force majeure peut parfaitement être plaidée et vous comprenez donc que finalement la crise peut être plaidée sous deux angles qui sont un petit peu différents. Soit vous pouvez plaider la cause de non-imputabilité, c'est-à-dire que vous rompez, mais en disant ça ne m'est pas imputable, et ça c'est plutôt donc une création de la jurisprudence, soit vous empruntez le sillage du texte lui-même, qui évoque la force majeure, et vous dites que vous n'aviez pas la nécessité de délivrer un préavis, parce qu'il y avait précisément une hypothèse de force majeure. Alors, il y a plein de petites questions intéressantes, évidemment, à ce propos-là. Notamment, c'est une question un petit peu différente, vous allez comprendre. L'incidence du Covid-19 sur un préavis qui est déjà notifié. Imaginez que vous ayez notifié un préavis le 5 janvier dernier.
pour le mois de janvier 2021. Donc la rupture à intervenir en 2021, un préavis notifié en janvier, et la crise survient au mois de mars. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il et que peuvent réclamer, que peuvent demander soit l'auteur de la rupture, qui a notifié le préavis, soit la victime? Donc vous comprenez que l'auteur de la rupture pourrait invoquer la crise pour sortir plus rapidement de la relation que prévu, et puis la victime, elle, pourrait également se prévaloir de la crise parce qu'elle voudrait au contraire une rallonge, elle voudrait un petit peu plus de temps et elle estime que le préavis n'est pas suffisamment long. Alors, les deux hypothèses ne s'envisagent pas naturellement de la même façon. S'agissant de l'auteur de la rupture d'abord, qui voudrait se prévaloir de la crise en cours de préavis, le problème est, si j'ose dire, presque un problème ordinaire. Vous êtes en période de préavis, la jurisprudence vous dit que le préavis est une période comme les autres, c'est-à-dire que la relation doit être maintenue aux conditions antérieures et que vous risquez, si vous faites n'importe quoi, de vous rendre coupable d'une rupture brutale. Donc une rupture brutale qui interviendrait pendant un préavis qui a déjà été notifié. Donc pour échapper au greffe de rupture brutale, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les éléments que vous connaissez désormais. Il faut soit que vous puissiez vous prévaloir d'une cause de non-imputabilité, soit que vous puissiez plaider la force majeure, soit que vous vous rapprochiez de votre partenaire pour négocier un accord de sortie progressive en matière en période de préavis. C'est quelque chose qui est admis. La Cour de cassation l'admet depuis un arrêt important de 2014. C'est toujours bien, naturellement, de pouvoir s'entendre avec son partenaire. Ça, c'est si l'auteur entend se prévaloir de la rupture. Et puis, il y a l'autre chose, l'autre hypothèse, c'est lorsque la victime souhaiterait une rallonge de préavis. Alors, deux choses. D'abord, bien évidemment, si on arrive à s'entendre, c'est mieux. Est-ce qu'on peut s'entendre sur une prorogation volontaire contractuelle d'un préavis? Il n'y a pas de jurisprudence nourrie sur la question, mais ça serait, à mon sens, conforme à l'esprit des textes que de faciliter la réorganisation de la victime et donc à valider ce genre d'accord de sortie, ou en tout cas plutôt d'allongement de préavis. Après, reste à savoir si la victime pourrait exiger une rallonge et se plaindre du refus qui lui aurait été opposé par son partenaire. En l'état de la jurisprudence, la réponse est une réponse négative, parce qu'il y a un principe jurisprudentiel qui est un peu, à mon sens, discutable, mais qui est constant aujourd'hui, qui est que la durée du préavis s'apprécie une fois pour toutes au jour de la notification du préavis. C'est-à-dire que tout ce qui est après ne compte pas au jour de la notification. Pour autant, on doit quand même se poser la question, est-ce que les circonstances exceptionnelles que nous vivons aujourd'hui ne pourraient pas conduire les juges à amender ou à assouplir cette jurisprudence et donc peut-être à dire que la bonne durée du préavis devrait s'apprécier non pas au jour de la notification, mais au jour de la rupture effective. Ça, c'est quelque chose aussi que les juges et les magistrats qui sont avec nous aujourd'hui pourront peut-être nous dire tout à l'heure. Voilà pour cette actualité. Alors, j'avais prévu de vous parler de la question de l'indemnisation, parce que c'est une question pratique qui est très importante. Si cela ne vous dérange pas, nous l'évoquerons dans le cadre des questions tout à l'heure, puisque c'est une question qui est quand même très technique peut-être. Il y a un arrêt important de la Chambre commerciale qui a été rendu en 2019. Les décisions ne sont pas légion, donc c'est toujours intéressant d'évoquer les décisions de la Cour de cassation en particulier, notamment ces fameuses marges que l'on a perdues et quelle est la façon de la définir, cette marge. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'essentiel en ce qui concerne ces ruptures brutales de relations commerciales établies. Je voudrais maintenant aborder, mais je serai beaucoup plus succinct, la question du déséquilibre significatif, qui est donc le deuxième point de cette intervention. Le déséquilibre significatif qui est lui aussi sollicité, c'est une question sensible, parce que la crise va forcément nourrir le contentieux, si ce n'est pas déjà le cas. Je pense par exemple à tous ces fournisseurs et distributeurs qui ont été obligés de renégocier en catastrophe leurs conventions annuelles qui ont été signées et finalisées le 1er mars alors que l'état d'urgence était décrété le 12 mars. Il y a des renégociations en série, évidemment, et donc il y a des risques de déséquilibre significatifs. Je pense aussi, par exemple, à toutes les clauses de force majeure, les clauses d'imprévision qui vont fleurir dans tous les contrats, ou si ce n'est pas déjà le cas aussi, qui sont liées à la survenance de futures crises ou de futures pandémies.
est-ce qu'on ne pourra pas interroger la validité de ces clauses sous l'angle du déséquilibre significatif? Alors, vous voyez d'abord l'ancien texte, qui est l'article L442.6, qui était le texte avant la réforme de 2019, et vous voyez maintenant le nouveau texte, qui est celui que nous devons appliquer. Il y a aussi, comme précédemment, quelques changements, mais qui ne sont pas des changements fondamentaux. Et c'est, bon, pour la pratique, en tout cas, c'est rassurant, même si après, un certain nombre d'incertitudes demeurent. Il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Ce qui ne change pas, c'est que la condition de soumission existe toujours. On engage sa responsabilité lorsqu'on a soumis ou tenté de soumettre l'autre partie à des obligations. Et ce qui est important de dire à propos de la soumission, c'est que la Cour de cassation a rendu une décision du 20 novembre 2019 dans laquelle elle a précisé cette chose qui est que la soumission ne se présume jamais. Il y avait des débats sur la question de savoir si, notamment dans certains secteurs, lorsque les rapports de force étaient déséquilibrés, lorsque le marché, notamment de la grande distribution alimentaire, présentait certains éléments, est-ce qu'on ne pouvait pas présumer cette soumission? La réponse, non. Ça implique de démontrer. Alors, il va falloir rapporter un certain nombre d'indices pour prouver cette soumission, qui peut être démontrée comment? Par exemple, à partir d'un jeu de comparaison. Lorsque vous avez plusieurs contrats qui ont été conclus, des dizaines ou des centaines de contrats conclus par un même distributeur avec des fournisseurs, vous regardez si la même clause a été maintenue dans tous les contrats et que c'est une clause qui est un petit peu étrange, eh bien vous pourrez très bien convaincre le juge et lui dire qu'il n'y a pas eu de négociation possible. De la même façon, lorsqu'il y a eu des violences ou des menaces, bien sûr, on peut considérer que c'est une soumission. Donc le chantage au déréférencement, c'est intéressant. Le chantage au déréférencement peut être appréhendé à la fois sous l'angle du déséquilibre significatif, comme il peut l'être aussi sous l'angle de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Donc c'est une chose qui mérite d'être dite. Il y a également quelque chose d'intéressant sous l'angle de la soumission, c'est que depuis quelque temps, la jurisprudence nous dit que l'obligation de contracter qui résulte d'une absence d'alternative peut être constitutive d'une soumission ou aider à caractériser la soumission. Donc une sorte de dépendance économique. Une obligation de contracter qui résulte d'une absence d'alternative, sans que l'on sache néanmoins exactement quelle est la portée exacte de ce critère de dépendance économique ou d'alternative. Est-ce que c'est un critère autonome qui pourrait constituer une soumission en soi? Est-ce que c'est simplement une condition préalable? Il y a des décisions dans un sens, dans l'autre. Certains arrêts nous disent par exemple qu'il importe peu que le contrat ne soit pas négociable, donc que ce soit un contrat d'adhésion, si en amont, il était possible pour le partenaire de ne pas contracter. Donc c'est quand même quelque chose qui est important à retenir. Alors naturellement, sous cet angle-là, il serait intéressant de se demander si le seul fait aujourd'hui de souffrir de la crise ne pourrait pas être constitutif d'une soumission. Il faudrait se rapporter à ce courant jurisprudentiel de la dépendance économique et voilà, sachant qu'on n'a pas de certitude encore sur la portée exacte de cette condition. Je vous signale au passage que si la soumission est trop difficile à plaider, vous pouvez aussi vous rabattre sur d'autres dispositifs légaux dont on pourra reparler si vous le souhaitez. Il pourra être parfois plus intéressant de plaider le premièrement du texte, qui est l'obtention d'un avantage disproportionné qui, jusqu'à présent, n'a jamais été assorti d'une condition de soumission par les juges, par la jurisprudence. Le texte ne l'évoque pas et c'est très proche du deuxièmement, cette obtention d'un avantage disproportionné. Et puis également en matière alimentaire ou agricole, vous pourrez par exemple étrenner le tout nouveau L442-7, qui est issu de la réforme de l'ordonnance de 2019, de l'an dernier, le fait de faire pratiquer un prix de cession abusivement bas en matière de produits alimentaires ne requiert aucune condition de soumission non plus. Donc, ça peut être intéressant. Quelques mots encore au sujet de ce texte. Ce qui a changé, c'est l'identité de l'auteur de la pratique. Toute personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de service, mais ne vous inquiétez pas, c'est ce qui s'est passé en matière de rupture brutale, c'est la même chose. La jurisprudence avait déjà anticipé l'évolution. Donc, aujourd'hui, comme hier, par exemple, vous ne pouvez pas appliquer L442-6 aux rapports qui sont nés d'un bail commercial. La troisième chambre civile l'a jugé.
parce que ce n'est pas une activité de production, de distribution ou de service. Donc, c'est quand même un élément de cantonnement qui est important. Ce qui a changé, c'est l'identité de la victime. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, la victime, désormais, ce n'est plus le partenaire commercial, c'est l'autre partie. Et vous voyez comment, désormais, la Chambre commerciale de la Cour de cassation fait le lien entre le droit ancien et le droit nouveau. Le droit ancien est censé avoir toujours désigné l'autre partie. Donc, il y a un vrai lissage qui est opéré par la Cour de cassation aujourd'hui. Ça a été jugé au sujet d'une location financière. Donc, ça veut dire que l'application d'L 442 à une location financière ne peut pas être exclue au motif qu'il n'y a pas de partenariat commercial. Ce n'est pas un argument qui est valable, ça. En revanche, dans cette affaire, l'application du texte a néanmoins été exclue par le droit bancaire, par le Code monétaire et financier, parce qu'il s'agissait d'une opération bancaire qui était réalisée par un établissement de crédit, et c'est donc le droit spécial qui évince le droit un peu moins spécial à cet égard. On a eu un raisonnement similaire dans l'affaire Amazon, dont je vous reparlerai dans quelques secondes, qui a été jugée par le tribunal de commerce de Paris aussi au mois de septembre dernier. On n'a pas appliqué L 442 à l'une des sociétés Amazon, qui était un établissement de paiement électronique. Ce qui change aussi dans le texte, c'est le nouveau cadre de la pratique. On nous dit qu'il est fautif de stipuler ou de se rendre coupable d'un déséquilibre significatif dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion, de l'exécution d'un contrat. Et ça, c'est nouveau, ça n'existait pas dans l'ancien texte. Alors, pour l'instant, on ne peut qu'interpréter, on n'a pas de jurisprudence à cet égard, mais c'est quand même important de le relever. La négociation commerciale, on se pose des questions. Il semblerait qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier en jurisprudence, on puisse plaider le déséquilibre significatif dès la première négociation, c'est-à-dire en l'absence de contrat préexistant. Avec un risque, c'est le risque de devoir constater des déséquilibres qui seront putatifs ou qui seront abstraits. C'est quelque chose qui est quand même assez vertigineux. Alors on pourrait se poser la question de savoir si ce n'est pas limité aux relations de la grande distribution, ou en tout cas distributeur-fournisseur, peut-être. En tout cas, ça sera intéressant de le plaider. L'hypothèse de la conclusion du contrat, c'est l'hypothèse classique. Vous avez une clause déséquilibrée dans le contrat, et bien vous allez l'attaquer. Et puis l'hypothèse de l'exécution du contrat, ça c'est très intéressant. Et c'est une nouveauté aussi, puisque vous allez dépasser la clause pour saisir les pratiques. Alors, qu'est-ce que ça peut être une pratique? Eh bien, ça peut être, par exemple, un refus d'exécution. Vous refusez d'exécuter une clause et ça crée un déséquilibre. Ou bien ça peut être encore un abus de clause. Par exemple, vous modifiez de façon unilatérale le prix de votre contrat, qui peut-être était permis par une clause, vous aviez une clause de prix, certes, mais vous le faites dans une mesure excessive. Eh bien, dans ce cas-là, on pourra contrôler le nouveau niveau de prix grâce à ce déséquilibre significatif. Ça va plus loin que le droit commun. On pourra peut-être aussi en parler tout à l'heure, ce contrôle du prix, ce contrôle judiciaire du prix. Et puis, naturellement, en période de crise sanitaire, on a vu fleurir, il y a quelques semaines, peut-être que c'est encore le cas, des pratiques qui, ou en tout cas des pratiques d'opérateurs qui tentaient d'appliquer des pénalités logistiques à leurs fournisseurs, alors que le fournisseur pouvait se prévaloir de la force majeure de façon virtuelle. Eh bien, le fait d'appliquer des clauses pénales ou des pénalités logistiques, alors que l'autre justifie d'une cause exonératoire, constitue un déséquilibre significatif, à n'en pas douter. Dans l'ancienne liste des pratiques interdites d'L 442-6, c'était mentionné de façon express dans le texte. Donc voilà, ça peut être utile à cet égard. Alors, je vais peut-être passer sur la question des sanctions, que vous connaissez sans doute, si ce n'est pour vous dire, pour attirer votre attention sur le fait que désormais, on a remis en ordre les mesures de sanctions, parce que l'ancien texte était un petit peu difficile à lire et à suivre. J'attire surtout votre attention sur le fait que désormais, la nullité des clauses peut être réclamée non seulement par le ministre, mais aussi et surtout par la victime lorsqu'elle agit seule. Ce qui n'était pas le cas auparavant parce que la Cour de cassation s'y était opposée. Il y avait en tout cas un arrêt qui avait été rendu en 2017, si mes souvenirs sont bons, qui avait refusé la nullité au prétexte que le texte ne parlait que de responsabilité, donc il fallait s'en tenir à des dommages-intérêts. Désormais, la nullité. Alors ça pourrait être aussi l'objet d'un débat, naturellement. Est-ce que vous
pouvez ou est-ce que vous devez plutôt plaider la nullité du code de commerce ou plaider plutôt le déséquilibre significatif du code civil, parce que dans ce cas, ça sera un réputé non écrit. Il y a une nuance entre la nullité et le réputé non écrit, puisque le réputé non écrit est imprescriptible. Il y a des enjeux qui tiennent à l'étendue des sanctions. Mais je voudrais clore cette présentation et cet exposé. J'en ai encore pour 3 petites minutes, et puis ensuite nous pourrons passer aux questions si vous le voulez bien. Avec alors l'actualité jurisprudentielle, c'est un grand mot, mais disons quelques mots au sujet notamment d'une décision qui me paraît tout à fait pertinente pour nourrir notre propos de ce soir, qui est l'affaire Amazon que j'évoquais tout à l'heure, qui a donc été jugée par le tribunal de commerce de Paris le 2 septembre dernier. Cette affaire Amazon qui a été rendue à l'initiative du ministre, enfin c'était une assignation du ministre de l'économie, et qui a donné lieu à une condamnation d'Amazon, à une amende civile de 4 millions d'euros à peu près, et ainsi qu'une condamnation à modifier ou à supprimer un certain nombre de clauses. Cela concernait les rapports entre Amazon et les entreprises, les professionnels qui utilisent la plateforme pour vendre, pour commercialiser leurs produits. Donc ce sont des rapports B2B. Ce jugement Amazon a fait le point sur toutes les questions, et je vous invite vraiment à aller le consulter parce qu'il est intéressant, il est d'une richesse incroyable, a fait le point sur toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui en matière de déséquilibre significatif. Vous savez que la Cour de cassation et la Commission d'examen des pratiques commerciales aussi, peut-être que le président Tricot est parmi nous et qu'il pourra nous en parler tout à l'heure, nous enseigne de façon assez constante que le déséquilibre se déduit notamment d'une absence de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante. Absence de réciprocité ou disproportion importante. Mais ce sont que les principaux indices ou les principaux critères. On peut en avoir bien d'autres, et on en a une liste très très intéressante dans ce jugement Amazon. Par exemple, j'en ai pris quelques-uns au hasard, il y avait une clause de modification contractuelle dans les conditions générales des sociétés Amazon qui a été jugée déséquilibrée parce qu'elle était exorbitante du droit français et contraire à tous les usages. Et cette façon d'approcher ou d'appréhender le déséquilibre significatif est extrêmement important parce que la distance avec ce qui est finalement la règle modèle, le droit modèle, le droit français en général, les usages en général, c'est, vous le savez, le critère principal du déséquilibre significatif en droit de la consommation. La Cour de justice de l'Union européenne veut que l'on commence par examiner ce critère-là. Alors, le droit commercial n'est pas le droit de la consommation, on peut s'en inspirer sans pour autant naturellement faire des copier-coller à tout bout de champ. Néanmoins, vous voyez que c'est une forme de raisonnement, c'est quelque chose qui peut très bien être utilisé en matière de rapport B2B, la distance avec la règle modèle. La deuxième clause que vous avez sous les yeux, la clause d'exonération de responsabilité, quasiment la même chose, vous voyez, très au-delà des limitations licites de responsabilité. Donc c'est encore la distance avec le droit modèle. Et peu importe à cet égard que le droit modèle soit un droit supplétif. Et c'est là que le droit du déséquilibre significatif est très intéressant, notamment dans la période que nous vivons, qui est cette période de crise sanitaire. Vous avez déjà tous été amenés à manier l'article 1218 sur la force majeure, ou à manier l'article 1195 sur l'imprévision, ou peut-être même aussi à manier l'ordonnance sur les délais du 25 mars que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont des textes dont on nous dit aujourd'hui, alors il faudra une confirmation bien entendu de la jurisprudence, mais dont la plupart des observateurs nous disent aujourd'hui que ce sont des textes supplétifs, y compris l'ordonnance délai, en tout cas certains morceaux de cette ordonnance. C'est un peu particulier. Mais alors même que ce sont des dispositions supplétives, si vous prenez une trop grande distance avec cette règle modèle, le risque, c'est celui du déséquilibre significatif. Alors, il y a la question de soumission en amont qu'il faudra toujours remplir, bien évidemment, mais voilà le risque que l'on peut prendre. Et puis, dernier exemple, clause de suspension du contrat, vous le voyez aussi, Amazon qui suspendait de façon très brutale le contrat dans certains cas, jugé déséquilibré, en ce qu'elle est générale, parce qu'elle est stipulée pour toute raison, sans que ce soit précis, et c'est également un élément que l'on retrouve très fréquemment en matière de droit de la consommation, qu'elle est discrétionnaire, pas d'obligation de motiver, donc on sent bien ici que plus vous dites de choses, plus vous expliquez, plus vous êtes didactique et plus vous éloignez le risque du déséquilibre,
Bon. Imprécise, c'est également un critère que l'on retrouve en droit de la consommation, c'est le critère de la transparence des clauses. Faites attention à la clarté de vos clauses. En raison de l'absence de préavis, en ce que la durée de la suspension n'est pas connue du vendeur et en ce qu'elle n'est pas proportionnelle au manquement. Autrement dit, il faut des clauses raisonnables. Voilà ce que l'on peut retirer de cette première série d'illustrations. Et puis, c'est la dernière diapositive avec laquelle je clorai cette conférence. Il y a également dans ce jugement Amazon des éléments importants sur la façon dont on apprécie le déséquilibre significatif de façon générale. Et on nous dit deux choses importantes, on nous rappelle deux choses importantes. Première chose, c'est qu'il est indifférent que la clause soit mise en œuvre ou pas. Pourquoi est-ce que c'est indifférent? Parce que la loi vise la simple tentative et qu'aujourd'hui, la loi nous dit en plus que dans le cadre d'une négociation, ça peut suffire. Donc, peu importe que la clause n'ait pas été mise en œuvre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'appréciation est toujours concrète et globale. C'est une jurisprudence de la Cour de cassation qui est reprise aujourd'hui par l'ensemble des tribunaux et des juridictions. L'appréciation concrète, ça signifie qu'on ne doit pas se contenter de choses très abstraites, mais que l'on doit prouver, évidemment, le déséquilibre. Et puis, la deuxième indication, c'est que l'appréciation doit être globale. Globale en ce sens qu'on ne doit pas se limiter à la clause. Et c'est peut-être l'élément le plus important, et c'est avec lui qu'on terminera, c'est que le demandeur, lui, prouve le déséquilibre à l'échelle de la clause. Il a une charge probatoire qui est assez limitée, finalement. Par exemple, il va vous expliquer qu'il n'y a pas de réciprocité, qu'il n'y a pas de contrepartie. Le défendeur, lui, a toujours la possibilité ensuite d'apporter une justification ou de rapporter la preuve de l'existence d'une contrepartie à l'échelle du contrat tout entier. De sorte qu'en réalité, le déséquilibre initial, ou que l'on pouvait stigmatiser a priori, serait résorbé, l'ensemble serait rééquilibré, et c'est souvent l'élément clé dans les contentieux du déséquilibre significatif. Voilà ce que le jugement nous permet de dire. Une dernière petite chose, encore 30 secondes si vous me le permettez, peut-être aussi, c'est que dans ce jugement, au titre des justifications, le tribunal nous a dit que ne constituait pas une justification le fait de rétrocéder au consommateur une partie des avantages obtenus. Donc, un événement, une justification que vous pourriez par exemple mettre en avant dans un contentieux antitrust, c'est le passing on defense, ne fonctionne pas en matière de contentieux des pratiques restrictives. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Par ailleurs, je vous signale également que la Cour d'appel de Paris a refusé, il y a quelques mois, de tenir compte d'une justification qui avait été avancée par un distributeur, qui était l'existence d'une nouvelle guerre des prix qui n'était pas prévisible au jour du contrat, et donc qui rendait ce distributeur comment dire, qui le mettait en difficulté face à ses concurrents directs. Donc, une nécessité d'être concurrentiel en cas de survenance d'un événement imprévu. Donc, on avait refusé une forme d'imprévision au titre des justifications. Alors, question bien sûr aujourd'hui, est-ce que finalement l'argument de la crise pourrait être un argument valable au titre des justifications que vous avanceriez à l'égard de quelqu'un qui vous ferait le reproche d'un déséquilibre significatif. L'arrêt de 2018 avait refusé une forme d'imprévision, il n'avait pas refusé toute imprévision en même temps. Donc la question de la crise, c'est une question qui, à mon avis, reste tout à fait ouverte, et nous allons peut-être pouvoir en discuter. Si vous le voulez bien, j'espère ne pas avoir été trop long, et je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous m'entendez. Il me revient à la suite de cette conférence de Monsieur le professeur Buis de lui présenter, ainsi qu'au président Netter, les questions que vous avez bien voulu nous proposer à cette occasion. Il me revient également de vous dire que je suis ravi de vous retrouver, même si ça n'est pas de manière
physique pour cette conférence de droit et commerce. Merci, monsieur le professeur, cher Frédéric, pour ces propos très riches. Pour reprendre une expression qui n'est pas de moi, mais qui est du président Daniel Tricot, qui nous fait l'amitié d'être présent sur cette web conférence et qui me demande de vous transmettre ses remerciements pour la qualité de votre présentation et qui, au passage, vous pose une question dont je me ferai évidemment le plaisir de vous la retransmettre dans quelques instants. Nous avons aujourd'hui plusieurs types de questions à vous poser. Certaines sont plus spécifiques à la nouvelle réglementation et ne sont pas nécessairement liées à sa mise en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la pandémie de Covid-19. Certaines sont très liées à la crise et d'autres sont plus précisément liées à la notion de déséquilibre significatif. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais reprendre et essayer de synthétiser ces questions selon les trois thèmes que je viens d'évoquer avec vous. Sur le plan général, au regard des dispositions de l'ordonnance, nous avons plusieurs questions sur la notion de préavis que vous avez évoquée, et je voulais vous donner l'opportunité de revenir sur cette problématique du délai de 18 mois qui est exonératoire de responsabilité chez l'auteur de la rupture, à supposer qu'il le respecte. Une des questions qui vous est posée est celle d'une clause contractuelle de rupture et donc de préavis qui imposerait une durée de préavis supérieure à 18 mois. Est-ce que vous pensez qu'en l'état de la réglementation, le fait que l'auteur de la rupture se contente, si je puis dire, ou se borne à octroyer un délai de 18 mois de préavis, alors que le contrat lui imposerait davantage, l'exonérerait de responsabilité devant une juridiction si le dossier devait lui être soumis? Alors, il y a deux questions finalement, puisque c'est la question du respect d'une part du droit spécial et puis la question du respect d'autre part du droit commun, du droit civil. Ce sont deux questions qui sont souvent imbriquées, c'est vrai, notamment dans le contentieux, mais que l'on doit, d'un point de vue intellectuel, distinguer. Vous pouvez parfaitement respecter en tout point les critères légaux qui sont ceux du préavis, 18 mois, très bien, vous ne serez pas a priori inquiété sous cet angle. Pour autant, si vous avez une clause contractuelle qui vous impose un préavis de 20 mois ou de 24 mois, vous risquez effectivement d'être condamné devant le juge du contrat pour ne pas avoir respecté ce préavis contractuel. La question du contrat et la question de la rupture brutale de la relation commerciale sont deux questions qui s'entrecroisent, mais qui sont néanmoins distinctes. Je crois que c'est important de le rappeler. D'accord. Merci beaucoup. Toujours sur le délai de préavis, en dehors de tout contexte de crise sanitaire, une question maintenant qui vous est posée par notre président d'honneur, Franck Donnel, de l'association Droit et Commerce, qui vous demande quel serait le délai de préavis lorsque la relation commerciale en cause à durée indéterminée est très liée, voire dépendante d'une autre relation, elle, à durée déterminée. Il prend l'exemple d'une relation commerciale établie entre une entreprise et son courtier d'assurance et le contrat qui lie cette entreprise à la compagnie d'assurance qui, lui, prévoit une faculté de résiliation annuelle. Comment, dans cet ordonnancement contractuel, vous envisageriez le délai de préavis dans l'hypothèse de la rupture de la relation entre l'entreprise et son courtier? Alors, je crois que c'est très important de cadrer la question et surtout de se demander avec qui nous sommes liés dans notre relation. La jurisprudence nous dit la relation commerciale établie ne se conçoit qu'avec la partie avec qui on est directement lié. C'est-à-dire que tous ceux qui pourraient profiter d'une façon ou d'une autre de notre relation, avec des relations qui seraient intimement liées à la nôtre, ne sont pas partis à la relation. Donc c'est important parce que ça veut dire que normalement, on ne doit pas pouvoir s'appuyer sur l'existence d'autres relations pour discuter de la durée pertinente du préavis qui concerne une relation. Alors, après, il peut y avoir d'autres questions qui se greffent là-dessus. Par exemple, il y a une difficulté qui est fréquente au sein des groupes de sociétés.
vous avez une relation qui a été entretenue, par exemple, avec une filiale, vous êtes un client de cette filiale, et puis vous avez également une autre relation pour un autre élément avec une seconde filiale du même groupe. Est-ce que dans la mesure où ces filiales décident de se séparer ensemble de vous, de façon presque concertée, est-ce que vous ne pourriez pas plaider le fait qu'il serait intéressant de cumuler les durées de préavis? Et la jurisprudence nous dit quelque chose de très intéressant à cet égard. Elle nous dit que votre partenaire n'est que votre partenaire direct, mais que sur le terrain de la détermination de la durée du préavis, il y a la possibilité, précisément dans l'hypothèse d'une action de concert, d'agréger en quelque sorte ces relations qui seraient pourtant différentes. Très bien. Merci beaucoup. La question suivante nous fait changer de registre. Elle émane de notre confrère William Peterson, qui vous interroge cette fois-ci sur la notion de rupture de relations commerciales établies dans l'ordre international. Et plus précisément, il s'interroge sur l'efficacité d'une clause attributive de juridiction dans un contrat entre deux entreprises qui donnerait compétence à une juridiction étrangère. Et il s'interroge sur le point de savoir si on retient pour hypothèse, c'est ce que vous avez évoqué dans votre présentation, que la responsabilité du fait de la rupture de relations commerciales établies a un caractère délictuel. Est-ce qu'il est possible de la soumettre au juge étranger dans le cadre d'une clause attributive de compétence qui a pour hypothèse, enfin par hypothèse, pardonnez-moi, vocation à régler les litiges liés de l'exécution ou de l'inexécution du contrat, qui donc a par hypothèse un fondement contractuel? C'est une question qui est délicate et qui a nourri beaucoup de contentieux ces derniers temps. Alors, les clauses attributives de juridiction dans les contentieux internationaux sont valables, hein, c'est une première chose. Elles sont valables même si nous avons affaire à une réglementation qui est une réglementation peut-être pas de loi de police, mais en tout cas d'ordre public. Elles sont parfaitement efficaces. La restriction qui tient à la spécialisation juridictionnelle ne s'impose pas dans le contentieux international. Ensuite, la question est de savoir, à supposer que ce soit une responsabilité délictuelle, est-ce que cette clause est applicable ou n'est pas applicable? Je crois que la réponse, c'est oui, parfois. Ce n'est pas une nécessité que la responsabilité en cause soit une responsabilité contractuelle. Une clause peut parfaitement saisir tout type de rapport entre parties contractantes, quelle que soit la nature de leur rapport. L'essentiel, c'est que la clause soit formulée de façon suffisamment accueillante pour le permettre. Il est évident que si vous dites que le contentieux né de l'application du présent contrat sera soumis aux juridictions de San Francisco, vous ne pourrez pas appliquer cette clause en cas de rupture brutale. Si en revanche, vous dites dans votre clause que l'ensemble des relations nées du contrat entre les parties et qui pourraient être aussi le prolongement du contrat, enfin, on pourrait réfléchir à des façons de les formuler, on a des exemples en jurisprudence de clauses qui saisissent des aspects délictuels des relations entre contractants et donc qui sont applicables. Très bien. Autre question encore de notre confrère William Peterson, cette fois-ci sur un point sur lequel vous avez un tout petit peu glissé, manque de temps, dans le cadre de votre présentation, qui est celui de l'indemnisation. Ça tombe très bien puisque vous l'aviez réservé pour la partie des questions et des réponses. Et notre confrère s'interroge sur la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts qui seraient calculés sur la perte de marge brute, qui est le mode traditionnel d'indemnisation de la rupture de relations commerciales établies, sur la totalité de la période de préavis. Et ça m'amène à vous suggérer, si vous me le permettez, d'évoquer la décision récente de la Cour de cassation dans ce domaine, qui est venue, mais je parle sous votre contrôle, qui est venue considérer que le droit à indemnisation n'avait pas nécessairement à s'appliquer sur la durée intégrale du préavis, dès lors que celui-ci n'était pas, du fait de la victime de la rupture, totalement exécuté parce que la victime de la rupture décidait de cesser ses activités. Et de fait, c'est vrai que ça posait une question au regard du principe de réparation intégrale du préjudice.
Donc, c'est une question qui vous est posée pour développer ce point par rapport à vos explications durant vos propos principaux. Ça fait partie des questions les plus délicates et on peut regretter quand même que parmi tous les points qui ont été réformés à l'occasion de l'ordonnance qui a été prise l'an dernier, cette question-là n'ait pas été abordée parce que c'est quand même une part importante du contentieux. On a toujours un petit peu de mal à cerner la question. Alors, quel est le tarif, au fond? Le tarif, nous dit la Cour d'appel de Paris, c'est la perte de marge sur coût variable, sur la durée du préavis dont on a été frustré. Donc, si, par exemple, vous deviez donner un préavis de 12 mois, mais que vous n'avez donné que 6 mois, c'est une perte de marge sur 6 mois. Mais c'est quand même très intéressant parce que c'est quasiment un forfait, c'est automatique. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le texte connaît un si grand succès, c'est que vous avez une indemnisation qui est quasi assurée sur ce terrain-là avec cette perte de marge. Alors, la Cour d'appel de Paris nous dit perte de marge sur coût variable, c'est-à-dire donc les coûts que vous assumez et qui sont simplement liés à la variation d'activité. Si, par exemple, vous payez des intérimaires, eh bien, voilà. Traditionnellement, et vous l'avez très bien dit, Frédéric, la jurisprudence retenait plutôt la perte de marge brute. Et cet arrêt de la Cour de cassation est un arrêt qui est un petit peu ambigu parce qu'il approuve en même temps la Cour d'appel de Paris d'avoir retenu une perte de marge brute, mais effectivement, il va en défalquer quelque chose. Et là, pour le coup, et c'est quelque chose qui est assez rare, en tout cas, moi, à ma connaissance, je ne vois pas d'autres décisions de la Cour de cassation qui l'ait déjà dit, il y a la possibilité de déduire de la marge perdue certaines économies de coûts fixes. Vous l'avez dit, il y avait une cessation d'activité qui était consécutive à la rupture. Il y a eu une liquidation. Donc, les frais de personnel, les frais de loyer, entre autres, n'étaient plus assumés. Est-ce qu'il fallait les déduire de la perte de marge? La Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel de l'avoir fait. Donc, c'est une décision qui est remarquable pour cela, c'est-à-dire que c'est quasiment la première qui nous dit qu'il y a la possibilité de temps en temps d'intégrer les coûts fixes à côté des coûts variables. Et puis, c'est également une décision qui est très intéressante parce qu'elle nous dit qu'il y a aussi, de façon très exceptionnelle, la possibilité de prendre en considération l'après-notification. D'habitude, tout est figé au jour de la notification, mais là, on peut peut-être considérer voilà, la question de l'indemnisation au-delà de ce moment de la notification. Merci beaucoup. Dernière question d'ordre général avant d'envisager celles qui sont plus spécifiquement liées à la crise sanitaire. La notion de faute qui permet de mettre un terme immédiat à la relation contractuelle sans être exposé à une responsabilité. À cet égard, vous l'avez rappelé dans le cadre de vos observations, le texte ancien est identique au texte nouveau, ou plus exactement, le texte nouveau est identique au texte ancien. Vous nous avez également expliqué que la jurisprudence faisant application du texte ancien était venue dire qu'il fallait une faute qualifiée, il fallait une faute d'une certaine gravité pour justifier une rupture immédiate sans respect d'un préavis. Est-ce que vous pensez, si on fait 2 minutes d'exégèse du nouveau texte et de son esprit, que le fait que dans le cadre de cette ordonnance, on n'ait pas intégré le résultat de la jurisprudence issue de l'ancien texte, c'est-à-dire intégrer une notion de qualification d'une faute, d'une certaine gravité, est-ce qu'on doit l'interpréter comme un non-événement ou est-ce qu'on doit l'interpréter comme la possibilité, ce qui serait étonnant a priori, de résilier la relation contractuelle sur la base d'une faute simple? Alors, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que la question n'a pas été évoquée dans le cadre des travaux préparatoires, qu'à aucun moment la DGCCRF nous a dit qu'elle avait en tête de remettre en cause la jurisprudence antérieure. Et puis, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les décisions qui sont rendues actuellement, certes, qui ne sont pas encore rendues sur le fondement du nouveau texte, mais qui sont actuellement rendues sur le fondement des anciens textes, ne remettent pas du tout en cause
la pratique ancienne qui était de requérir un manquement grave et pas simplement une faute simple. Donc on a un petit peu le sentiment que pour l'instant les choses restent telles qu'elles sont. Cela étant, effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste. On pourrait aussi l'interpréter contrairement en disant que voilà, le fait de ne pas y avoir touché peut-être témoigne d'une volonté de renverser la jurisprudence. On verra ce qu'on nous dira. À ma connaissance, il n'y a pas de décision qui ait simplement évoqué la question de qui a imposé une faute simple et pas qualifiée. Merci beaucoup. Alors, nous avons évidemment reçu un certain nombre de questions sur l'impact de la crise sanitaire et de la pandémie de Covid-19 dans le cadre de la problématique de la rupture des relations commerciales établies. Et si je devais les schématiser, et pardon pour leurs auteurs, mais que je vais néanmoins citer, qui sont nos confrères Sébastien Brunet et Cédric Duruc, la question qui est posée est celle de savoir si la pandémie peut, de votre point de vue, être reconnue comme un événement de force majeure, ou plutôt, puisque c'est un des points que vous avez évoqués, comme la caractéristique d'une non-imputabilité de la rupture à son auteur. Et je voudrais y ajouter, si vous me permettez, une question qui n'est plus personnelle. Est-ce que vous pensez que le texte spécial est susceptible de déroger sur la notion de force majeure? Je m'explique. La force majeure traditionnelle, issue du Code civil, est entendue comme ne pouvant pas exonérer le débiteur d'une obligation de paiement de son obligation de payer. La force majeure ne peut pas être appliquée à une seule obligation de paiement. En tout cas, c'est la jurisprudence traditionnelle. Est-ce qu'il serait envisageable dans un contrat dans le cadre duquel l'auteur de la rupture aurait pour seule obligation une obligation de paiement, qu'il fasse référence au texte spécial pour s'exonérer de responsabilité à l'occasion d'une rupture sans préavis? Donc, je répète, pardon, j'ai été un petit peu long dans mes questions. Première partie de la question, est-ce que la pandémie est, de votre point de vue, plutôt un sujet force majeure ou un sujet non-imputabilité? Et par ailleurs, est-ce que le texte spécial sur la rupture des relations commerciales établi en ce qu'il vise la force majeure permettrait au débiteur d'une obligation de paiement de s'exonérer de son obligation de donner un préavis? Alors, la première question, qui est celle de la pandémie, je ne sais pas si la question a été posée à dessein. Est-ce que la pandémie mérite d'être distinguée de la crise économique? J'imagine que oui. Je ne suis pas sûr que la pandémie soit une très bonne stratégie, en tout cas la plupart du temps. Plaider la pandémie me semble moins intéressant que plaider tout simplement soit la crise, soit le fait du prince, puisque nous avons quand même affaire aujourd'hui. Enfin, ce qui caractérise la situation aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des mesures d'empêchement qui ont été décrétées par le gouvernement. C'est ça qui fait que les tribunaux aujourd'hui semblent plus sensibles à la force majeure qu'ils pouvaient l'être traditionnellement, où ça relevait un petit peu du cas d'école. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire que la pandémie, ça sera quelque chose qui demeurera de l'ordre du très exceptionnel. Il faudra peut-être expliquer que vous avez vous-même été victime, donc vous avez été malade et que vous n'avez pas pu assumer un certain nombre de choses, un certain nombre de tâches. Mais bon, voilà, moi je pense que le fait du prince ou la crise économique, c'est quelque chose qui me semble plus pertinent. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question. Après, imputabilité ou force majeure, c'est vrai que les deux méritent d'être creusés. Je ne vois pas pourquoi on se priverait de l'un. Bien. Pour la deuxième question, j'avoue que là, vous me posez une question à laquelle je suis bien incapable de répondre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu beaucoup de décisions relatives à la force majeure. Les quelques-unes que j'ai récoltées, un peu récentes, je vous les ai signalées sur le document. J'aurais tendance à vous dire que la force majeure s'interprète de la même façon dans un cas et dans l'autre. Mais c'est vraiment sans certitude. Et puis, il y a aussi toujours cette question que l'on doit se poser, qui est, parce que finalement, la force majeure financière qui ne fonctionne pas,
Bon, aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est un arrêt concrètement de la Cour de cassation de 2014. Voilà. Est-ce que la Cour de cassation va rééditer cette chose-là? Est-ce que ça mérite d'être considéré comme étant une jurisprudence constante? Et surtout, est-ce qu'elle mérite d'être maintenue dans la situation, dans la période que nous vivons? Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Je pense en tout cas qu'il faut se garder de dire que la force majeure financière ne fonctionne pas à tous les coups. Bon. Voilà. Je ne sais pas si je réponds tout à fait. Si, tout à fait. Merci beaucoup. Je vais, si vous le permettez, passer à la notion de déséquilibre significatif pour laquelle nous avons reçu des questions. La première d'entre elles émane de notre confrère Cédric Dubuc, qui vous interroge sur le point de savoir si une clause d'exclusion de l'article 1195 au titre de la révision pour imprévision, ou au contraire une clause de renégociation très stricte, pourrait tomber sous le coup du déséquilibre significatif. Je pense que c'est une question qu'il faudra se poser dans tous les contrats que nous allons rédiger les semaines, les mois à venir. Mon sentiment est que oui, il y a un risque, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure au sujet du droit supplétif ou du droit modèle. Ce n'est pas parce que la loi vous donne la possibilité de stipuler une clause que cette clause est immunisée et qu'elle ne deviendrait pas abusive pour une raison ou pour une autre. Et le fait de prendre une distance importante avec les termes de la loi, de l'article 195 ou l'article 1218, dans certains cas, c'est toujours évidemment au cas par cas, mais pourrait tomber sous le coup d'un déséquilibre significatif. On ne peut pas l'exclure. On peut pas l'exclure. Toujours sur le terrain du déséquilibre significatif, une question maintenant de Maurice Nussenbaum, membre éminent de notre association Droit et Commerce, qui vous interroge sur le point suivant. Les ordonnances que vous nous avez présentées aujourd'hui offrent aux juges la possibilité d'intervenir dans le prix fixé par les parties à raison d'un déséquilibre significatif entre ces dernières. Et il vous demande quel est le pouvoir effectif du juge, annuler la convention, refixer le prix, et en fait sa question porte plus directement sur quels sont les outils dont le juge dispose s'il doit intervenir dans la fixation du prix. Est-ce qu'il a des référentiels à sa disposition? Est-ce qu'il a des guidelines, pour reprendre un terme anglo-saxon? Alors, cette question du prix est une question qui un peu le scotch du capitaine Haddock dont on ne se défait pas, vous savez. Oui, il y a un contrôle judiciaire du prix en matière de pratiques commerciales déloyales et notamment sur le terrain du déséquilibre significatif. Ce n'est pas la loi qui le prévoit, si ce n'est de façon implicite, c'est la Cour de cassation qui, depuis 2017, le dit de façon très claire. Et on peut remarquer d'ailleurs que c'est assez logique finalement parce que le déséquilibre significatif, il faut se souvenir d'où il vient. Il vient de 2008, de la loi de modernisation de l'économie, qui a supprimé le délit de discrimination. Donc, pour trouver une sorte de garde-fou, pour éviter que désormais les négociations, notamment dans le monde de la grande distribution, ne conduisent à écraser complètement les fournisseurs à qui on demanderait des conditions qui seraient complètement déraisonnables, eh bien, l'effet utile finalement du texte DEL 442, c'est de lui donner une application en matière tarifaire, très clairement. Alors, est-ce qu'on a des instruments? La réponse pour l'instant, c'est quelques-uns. On a d'abord l'expérience de l'antitrust, première chose, qui connaît un peu la façon dont on traite le prix. On a également les avis qui sont toujours très précieux de la Commission d'examen des pratiques commerciales, qui, avant même la jurisprudence de la Cour de cassation, nous avait indiqué qu'il y avait notamment des méthodes qui pouvaient être empruntées, utilisées et privilégiées, qui étaient les méthodes comparatives. On compare sur un marché, on compare avec les fournisseurs équivalents, etc. Donc ça peut être intéressant. Après, pour les sanctions concrètement qui vont s'appliquer, depuis la réforme, la victime peut réclamer la nullité. Elle ne le pouvait pas auparavant, elle pouvait réclamer que des dommages-intérêts. Si vous demandez des dommages-intérêts, bon, l'idée n'est pas que le juge refasse le prix. Parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on sanctionne. On sanctionne un déséquilibre significatif. Donc, on va supprimer l'excès. On va raboter la clause qui est déséquilibrée, mais il ne s'agit pas de fixer un juste prix.
je crois que ce n'est pas l'office du juge et je ne suis pas sûr que les juges aient envie aujourd'hui de se lancer dans ce genre de construction. Dernière question sur le déséquilibre significatif et son application à l'occasion de la crise sanitaire. Est-ce que vous ne pensez pas que face aux aléas, aux difficultés, aux multiples éléments à intégrer dans un débat lié à une rupture d'équilibre entre les parties du fait d'un événement aussi puissant et prégnant dans ses implications que la crise sanitaire, est-ce que vous ne pensez pas que le droit général est plus efficace que le droit spécial? Et je pense notamment à la théorie de l'imprévision. Est-ce que l'imprévision, dans ces circonstances très exceptionnelles que nous connaissons, modulo le fait que les parties sont tenues, tant qu'elles n'ont pas réglé leurs difficultés d'exécuter leurs obligations, mais est-ce que vous ne pensez pas que les dispositions qui régissent l'imprévision sont in fine plus efficaces et en tout cas de nature à apporter une réponse qui soit plus opérante sur le plan business que la stricte terminaison des relations contractuelles? C'est une chose importante, je crois, que vous dites, Frédéric. Il ne faut jamais oublier le droit commun. Hein, ce n'est pas parce que le droit des pratiques commerciales est à la mode. Il ne faut jamais oublier le droit commun et on trouve toujours des ressources qui sont très intéressantes du côté du droit commun. Alors, l'imprévision, évidemment, elle aura son rôle dans tous les cas où la force majeure ne pourra pas être prouvée. Les textes sur la force majeure vous disent qu'il faut une impossibilité d'exécuter. Alors, où est le seuil de l'impossibilité d'exécution? Tandis que les textes sur l'imprévision nous disent qu'il faut simplement que l'exécution soit plus difficile. Donc, c'est évidemment plus accueillant. Et donc, on peut peut-être se lancer davantage dans ce système-là de l'imprévision, sachant qu'on n'a pas de recul non plus sur ce texte et sur la pratique de l'article 195, sachant qu'il est quand même un petit peu lourd. Il est quand même un petit peu lourd à mettre en œuvre. Il va falloir d'abord continuer à exécuter, alors même que l'on souffre de difficultés importantes. Hein, ce n'est pas une dispense, ce n'est pas une excuse à la différence de la force majeure, donc c'est important. Il y a également le facteur temps qu'il va falloir bien mesurer. Combien de temps vous allez pouvoir vous accorder jusqu'à obtenir ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire la renégociation ou la révision par le juge? Est-ce qu'en période de crise, là où on a peut-être besoin de mesures énergiques, est-ce que le texte est véritablement efficace? Alors on verra, la pratique judiciaire nous dira ce qu'il en est. Et puis, j'aurais peut-être aussi tendance à vous dire cette chose, c'est que le fait que 1195 existe n'est pas une remise en cause des jurisprudences, à mon avis, des jurisprudences classiques de droit des contrats, qui, notamment sur le terrain de la bonne foi, avaient permis la renégociation des contrats lorsque survenaient des circonstances nouvelles et qui rendaient le contrat manifestement déséquilibré. La jurisprudence Huard, la jurisprudence Chevas-Humarche. Ces derniers temps, on avait eu un petit reflux de ce courant jurisprudentiel, mais je ne serais pas du tout étonné, là peut-être qu'il faudra interroger aussi nos amis juges, mais je ne serais pas étonné que cette jurisprudence classique retrouve un petit peu d'entrain en cette période. Très bien. Merci beaucoup. Marc, sous ton contrôle, je me proposais de poser la dernière question, si tu en es d'accord. Vas-y. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, c'est la question de notre ami Daniel Tricot, qui vous demande, sur la base du constat que les usages du commerce jouent un rôle prépondérant dans ces matières, ce que vous pensez d'une collaboration des organisations professionnelles pour créer des bureaux interprofessionnels de règlement amiable des litiges et ainsi dégager des recueils de bons usages. Alors, je serais très, très curieux de voir ce à quoi aboutiraient ces pratiques et ces démarches, mais le texte nous y invite. Enfin, je veux dire, quelle que soit la façon dont on va décider, on va aboutir voilà, le texte nous invite à une certaine standardisation pour plus de sécurité, pour objectiver les choses et
Bon, si les partenaires arrivent à se mettre d'accord. Après, il faut quand même aussi se dire quelque chose et se souvenir de quelque chose, c'est que le fait de respecter un usage qui serait par exemple fixé par les partenaires ou par peu importe, le fait de respecter un usage ou un délai standard ne vous met pas à l'abri d'une condamnation pour rupture brutale. C'était déjà jugé sous l'empire des anciens textes, ça sera encore jugé sous l'empire des nouveaux textes. Le délai qui aura été décrété par les organisations professionnelles, qui aura été il me semble que c'est quelque chose qui peut rassurer, mais qui n'offre pas de garantie ou de certitude à 100%. Bon, je ne sais pas si... Merci beaucoup. Daniel Tricot nous répondra soit par le chat, soit à l'occasion d'une réunion physique. Marc, sous ton contrôle, j'ai fait le tour des questions qui nous étaient posées. Donc, je crois que le dernier mot te revient. Oui, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement beaucoup de questions posées. Il était naturellement difficile de toutes les traiter. Donc, j'espère que ceux qui n'ont pas été traités ne nous en voudront pas trop, ne sont pas trop frustrés. Alors, pour terminer cette conférence, je dois vous présenter les excuses du président Netter qui a rencontré un problème technique avec son matériel. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un cas de force majeure? L'histoire nous le dira. Et donc, pour terminer, merci vraiment infiniment à Frédéric Buy. Les commentaires qui transparaissent au travers du chat sont toutes élogieuses à son égard, mais c'est une habitude que de le voir intervenir de façon brillante et claire. Et merci aussi à Frédéric Lalance d'avoir aussi bien traité et relayé les nombreuses questions posées. Alors, pour tous, si vous avez trouvé que ces débats étaient intéressants, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nous suivre sur le site de Droit et Commerce. Et puis, si vous voulez participer plus activement à des travaux de la nature de celui que nous vivons à l'heure actuelle, eh bien, sollicitez votre adhésion à notre association et vous trouverez sur le site, naturellement, tous les renseignements nécessaires pour cela. Et le dernier mot sera en vous invitant d'ores et déjà à noter la date de notre prochaine manifestation qui aura lieu le 18 septembre 2020. Alors, à l'origine, cette manifestation devait également se tenir de façon physique et décentralisée à Bordeaux. Les précautions nous contraignent à la tenir également par webconférence, mais ce sera une webconférence extrêmement importante puisqu'il s'agira des 7e assises de la prévention des difficultés des entreprises et le sujet d'une actualité brûlante sera celui de l'efficacité des solutions relatives donc à la prévention des difficultés des entreprises en période de crise et les perspectives à la veille des réformes. Voilà, donc notez tous cette prochaine réunion à laquelle je ne doute pas que vous assisterez. Et pour en terminer, donc, merci à tous, aussi nombreux, d'avoir bien voulu assister à notre conférence et merci de votre présence et à très bientôt.